Nous sommes en guerre. Écoutez radio ici et maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Une heure du temps, présentée par David Abbassi. Tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Vous savez, un sujet qui est toujours très intéressant et important, c'est Covid-19. Nous sommes en guerre. 95 20 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous savez, un sujet qui est toujours très intéressant et important, c'est question de Covid-19. Jusque maintenant, on est en train de combattre cet virus qui va rester longtemps dans notre vie et il va prendre des vies jour après jour. Comme vous savez, on vient d'apprendre aujourd'hui, environ 212 000 cas ont été rajoutés aux malades aux États-Unis. États-Unis, Brésil et l'Inde sont les pays plus touchés jusqu'à maintenant. Et de l'autre côté, en Israël, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter les informations E24 News. Ça a augmenté. Et c'est pour ces deux nouveaux questions de confinement dans certains pays, certaines villes, va être imposée. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que la plupart des gens, ils étaient d'accord, ils ont dit que ça c'est une fabrication, cette Covid-19. Ce n'est pas par hasard, c'était une fabrication et les grands signaux de notre monde, comme M. Bill Gates, depuis plusieurs années, il nous avait averti d'un terroriste biologique qui va tuer plusieurs millions de personnes. Plusieurs fois, lui, il avait dit, alors visionnaire ou non, lui, il avait dit, et il avait vu ça. Et beaucoup de spécialistes aussi, il dit, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un nous dire que cette Covid-19 est arrivée comme ça. Ça, c'est une fabrication, etc., etc. Et même plusieurs personnalités, y compris le président des États-Unis, en Grande-Bretagne et dans plusieurs d'autres pays, et même notre président Macron, ils ont demandé des explications de la Chine. Et même jusqu'à maintenant, l'Amérique et son président, parce qu'il est représenté par son président, toujours il parle de la Chine comme quoi était la cause de ça. Il fallait qu'il donne des explications. À côté de la Chine, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, d'origine éthiopienne, ami de M. Bill Gates, qui est le patron, président. Il est en cause, voilà. Et comme vous le savez, de toute façon, ce qu'on doit préciser, il y a environ 9 dossiers ouverts, des plaintes qui ont été acceptées ici en France, que même ça touche ex-premier ministre Edouard Philippe, comme quoi ça concerne des dossiers de Covid-19, coronavirus, qui n'a pas été bien géré. Après, dans plusieurs émissions, depuis le mois de janvier à ce jour, je vous ai parlé sur plusieurs sujets très intéressants, comme le livre qui a été paru en 2000, comme plusieurs laboratoires qui étaient à Wuhan, comme plusieurs maisons de finances, patati patata. J'en ai parlé énormément, que je ne veux pas répéter ce que j'avais dit depuis 6 mois. Mais par contre, si vous voulez réécouter, vous pouvez aller sur mon site à moi, opinion.pm, opinion.pm. Et il y a des programmes persans, français, arabes, anglais. Vous cliquez sur le français, vous pouvez écouter les précédentes émissions. Voilà. Avec
Comme ça, vous allez être au courant de ce que je veux vous dire ce soir. Je ne suis pas obligé de répéter ce que j'ai dit depuis 6 mois sur ce sujet-là. Alors, Covid-19, déjà, on va voir que notre président Macron, c'était un des premiers patrons du monde qui a précisé comme quoi nous sommes en guerre. Ce que a eu comme le courage Macron de dire ça dans 2 minutes de son discours, 2 minutes. Plusieurs fois, il répète comme quoi nous sommes en guerre. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas écouté ça. Pour ça, ce soir, je vais vous donner certaines informations au sujet d'arrivée de Covid-19. D'où est-ce qu'il vient? Plupart des avis, ça vient d'où? Plupart des avis dans le monde, d'où est-ce qu'il voit l'origine de ça? C'est très important, ce débat. Écoutez Macron déjà. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Nous sommes en guerre. Voilà, vous voyez plusieurs fois, notre président Macron, il précise que nous sommes en guerre. Je ne veux pas demander à Macron de nous dire avec qui nous sommes en guerre, puisque déjà, au départ, si vous vous rappelez, au départ de cette histoire, puisqu'il était le seul président de dire que nous sommes en guerre, on nous a volé nos masques. Plusieurs millions de masques ont été volés, est arrivé tardivement en France. C'était une chose que vous étiez informé. Peut-être il y avait d'autres choses qu'on n'a pas été informé. Pour ça, quand on est en guerre, on ne peut pas jouer carte sur table. C'est pour ça, je ne vais pas demander à Macron de nous dire avec qui nous sommes en guerre. Mais ce qui se passe autour, il faut le dire. Regardez, écoutez bien. Il y a déjà 10 ans, on avait dit qu'on voulait attaquer l'Iran. À l'époque, j'étais interviewé par Al Arabiya, le grand chaîne international en arabe. Et là, la femme qu'elle s'appelait Najwa Qasim, elle m'a posé la question comme quoi si on attaque les Américains, ils sont en train de se préparer. S'ils attaquent une petite attaque contre l'Iran, qu'est-ce qui va passer? Je dis, Madame Qassem, ça va être un poudrier. Ni CIA, ni le Mossad, les grands services de renseignement mondial ne veulent pas la guerre, ne veulent pas cette attaque-là, puisque c'est contre la stabilité et la paix mondiale. Et il me dit, pourquoi? Je dis, puisque vous ne connaissez pas l'armée de Jérusalem. L'armée Quds, l'armée de Jérusalem, gérée par Qassem Soleimani, vous vous appelez Najwa Qassem, lui il est Qassem Soleimani. Jusqu'à ce jour-là, il y a déjà 10 ans, personne ne connaissait pas Qassem Soleimani.
on parlait de l'armée de Jérusalem, ou il y a l'armée Quds. Quds, ça veut dire Jérusalem. Je le traduis pour qu'on mieux comprend. J'ai dit que ça sera impossible puisque l'Iran il a deux bombes atomiques. Un, c'est le bombe nucléaire que vous le connaissez, que même Chirac ici l'a dit, même s'il y en a deux, patati patata. J'ai dit deuxième bombe, c'est Qasem Soleimani. استاذ او استاذ اسمح لي يعني حضرتك C'est en أهمية كبيرة من 2010 ici que nous وسيؤدي présentons إلى Qasem ضربة Soleimani عسكرية خاصة comme من إسرائيل bombe لإيران. nucléaire iranienne. أنا أقول لكم حرب ضد الإيران مستحيل. يعني يعني لا إذا لم نستعمل كلمة حرب هناك كلام عن ضربة عسكرية. جيش القدس، جيش القدس موجودة في كل العالم. جيش القدس قاتل الإسرائيليين في لبنان. جيش ضرب الإيران أي ضربة صغيرة جدا بداية الحرب العالمية وبداية مداخلات الجيش القدس في كل العالم. أنا معارض للنظام الإيراني من موساد ومركز الاستخبارات الأمريكية لأنهم يعرفون جيدا جنرال قاسم سليماني ويعرفون جيدا جيش القدس. هما لا يريدون هذه الحرب أي ضربة ضد الإيران. طيب. عملية انتحارية. طيب. الآنسة نجوى قاسم. نعم. إيران عنده قنبلتين، قنبلة نووية نعم. وقنبلة القدس. Et l'armée de Jérusalem. Ils sont partout dans le monde et n'importe quelle action va être dangereuse pour le monde entier. Ça serait une guerre mondiale. J'ai précisé. Ça aussi, vous tapez Najwa Qasem, David Abbasi, vous pouvez l'écouter sur l'internet. Après ça, le patron de Mossad, il a fait une interview après quelques jours. Et David Petraeus, patron de CIA, également il a fait une interview, surtout que David Petraeus, personnellement, il connaissait Qasem Soleimani, puisque en Irak et en Yougoslavie, dans les autres pays de l'Europe de l'Ouest, quand il y avait la guerre, lui, il était patron du Pentagone, David Petraeus, il avait des contacts directs avec Qasem Soleimani, qu'ils travaillaient ensemble. Tous les médias du monde, ils ont écrit européens, américains. Ça, ici, c'est le point puissant et mystérieux. Qasem Soleimani partage avec les Américains le même objectif, la lutte contre les djihadistes sunnites qui sont Al-Qaïda, Taliban et Daesh. Et il a participé, comme vous savez, jusqu'à dernier jour, même 2 mois avant de sa vie, il était allié avec l'Occident, il a tué Daesh. Et si, beaucoup de savants disent, si Qasem Soleimani n'existait pas, Daesh pouvait bien arriver en Europe, mes amis. Il le connaissait. Alors à l'époque, quelques jours après mon intervention sur Al-Arabiya, les deux patrons du service de renseignement du monde, Israël et l'USA, ils ont confirmé ce que j'ai dit. Ils ont dit non, jamais on ne veut pas faire la guerre avec l'Iran, ça sera un poudrier. Puisque c'est l'ancien patron de Mossad. Plusieurs fois, il a précisé que la guerre avec l'Iran, ça serait un poudrier. il connaissait Qasem Soleimani, il connaissait la puissance de l'armée de Jérusalem. C'est quoi cette armée de Jérusalem? Je vais vous dire, mes chers amis, restez avec moi. C'est là que vous devez comprendre également, soi-disant, l'histoire de ce qui se passe actuellement dans le monde, mes chers amis. Alors, Najwa Qasem, l'interview 2010 ou 2011,
Ça passait. Après, en 2005, on a commencé l'assassinat de Qasem Soleimani. Depuis 2005, dans plusieurs de mes émissions en personne, puisque ça ne concernait pas le français ni la langue française, j'ai pas dit ça. Mais dans mes émissions français et personne, plusieurs fois, j'ai dit, voilà, on a planifié l'assassinat de Qasem Soleimani exactement depuis l'année 2005. Surtout que l'Amérique, il avait fait un film à Hollywood, Battlefield 3. C'était la vie de Qasem Soleimani. C'est un jeu vidéo, en même temps, c'est un film. C'est en 2005 que Mahmoud Navavian, membre du Parlement iranien, officiellement, il est en train de dire comme quoi une des conditions de négociation d'Iran avec l'Amérique, c'est l'assassinat de Qasem Soleimani. Et là aussi, comme vous pouvez constater, ils ont fait plusieurs caricatures, films, tout ça à l'époque Daesh qu'il a fait, en disant que Qasem Soleimani c'est un sioniste, c'est un juif, c'est un agent d'Israël qui est en train de tuer Daesh. Vous voyez, ça, ce sont des choses, tout ce montage, Photoshop, c'était fait à l'époque que Qasem était vivant en train de combattre Daesh. Daesh, il faisait une grande publicité dans tous les pays arabes ou musulmans, comme quoi c'est un agent de sioniste. Et ça a bien marché, puisqu'actuellement, comme vous pouvez constater, les grands sunnites, partis de sunnites, sont avec cette idée-là qui était un sioniste, un juif. بتفیلد 3 شروع میشه. این بتفیلد 3 یک فیلم پرخرج چند میلیون دلاری آمریکایی از رهبران. Et ça, c'est le film qui était fait par les Iraniens en 2016. C'était 2015, pardon, au départ, avant c'était 2005, 2015. Ce film-là, c'était fait en 2016 par les Iraniens, que là-dedans, Qasem Soleimani est assassiné 4 ans avant. Alors, ils ont fait un grand bruit aussi là-bas. Ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est un extrait de mon émission en 2015, mes chers amis, et 2016. Voilà, c'est aussi mon émission de l'année 2005. Là-dedans, j'ai dit qu'on va tuer Qasem Soleimani. Et c'est 2 films qu'ils ont sortis. Vous voyez, ça, c'est le film américain, Battlefield 3. Battlefield 3, c'est les Américains qui ont fabriqué ce film en dépensant plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars a été dépensé pour fabriquer ce film. La même chose, un autre film s'était fait en Iran, Bodyguard, comme quoi Qasem Soleimani, il est bodyguard, on va le tuer, il va être tué dans le film. 2015. 2015, dans mes émissions, officiellement, pas discrètement, avec Qasem Soleimani, dans mes émissions, j'ai dit que Qasem, on va te tuer, voilà. Et ces 2 films-là, ça veut dire que tu dois être tué, tu dois faire attention. Mais ça a duré 5 ans. Il était assassiné le 2 janvier 2020. Une chose qui est très intéressante, Madame Najwa Qasem, tous les Arabes, ils le connaissent. Si vous êtes arabe, vous regardez les chaînes de télévision à l'arabier, même si vous n'êtes pas fan de télévision. ماتت الآنسة النجمة الأستاذة نجوى قاسم في نفس اليوم. قد قتل قاسم سليماني. Najwa Qasem, qui est une superstar des médias arabes, vous le connaissez, Najwa Qasem. Vous pouvez taper son nom sur l'internet aussi, vous allez voir. Alors, Najwa Qasem, le matin, a été aussi disparu, était mort. On ne savait pas comment, c'est discret, mais il y a beaucoup de polémiques autour de ça, puisqu'il y a beaucoup de... Alors, le matin, Najwa Qasem, à Dubaï, il va être
mort. Et le soir, minuit, c'est Qasem Soleimani en Irak. Mais dès le premier jour, ça c'était tellement bruyant dans le monde. Ce n'est pas seulement Trump qui a attaqué ça, qui a voulu ça. Ce que aussi je veux vous dire, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, qui était en conflit avec Qasem Soleimani. Puisque Qasem Soleimani, il faut savoir c'est qui. Il gouvernait dans environ 100 pays dans le monde. Combien? 100 pays dans le monde, Qasem Soleimani, il gouvernait. Alors, chaque fois qu'il voulait faire ou avoir de bonnes relations, je ne sais pas quoi, il ne pouvait pas à l'Iran. Pourquoi? Puisque Qasem Soleimani, on devait passer par lui. C'est lui qui était patron d'environ une centaine de pays, la moitié, bien sûr, où se trouvaient des chiites. Du Donald Trump dans le texte. Là, c'est très important. Ici, président Trump, il précise que l'assassinat de Qasem Soleimani a été un plaisir aussi pour une partie du pouvoir iranien, qu'il était satisfait qu'on avait éliminé cette personne-là qui était concurrent avec certains hommes politiques en Iran. En même temps, il donne une grande insulte envers Qasem Soleimani. Cette grande insulte, après, vous allez voir, c'est George Soros qui va répondre. Président Trump, il précise ici que les dirigeants iraniens étaient contents de l'assassinat de Qasem Soleimani. Et voilà, c'est ici, c'est George Soros qui va répondre à Trump. President Trump is a con man and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. Qasem Soleimani. When his fantasy of becoming president came true, Qasem Soleimani, Trump il a dit que c'est un fils de pute. Vous avez pu écouter tout à l'heure. Monsieur Youssef Cohen, patron de Mossad, il y a déjà 6 mois, peut-être 2-3 mois avant l'assassinat de Qasem Soleimani, il a précisé que nous, si on voulait tuer Qasem Soleimani, on pouvait le faire. Mais ce n'est pas notre affaire, on ne va pas le tuer. Cette interview que vous êtes en train de voir, c'est Qasem Soleimani. Il a fait un seul interview pendant sa vie qui a été assez longue, plus d'une heure, c'était ça. C'est quelques semaines avant qu'il soit assassiné. Là-dedans, il précise bien que plusieurs fois, Israël, ils pouvaient me tuer, ils n'ont pas fait. Il dit le jour même qu'ils ont tué Emad Mornier, tous les deux on était dans la même voiture. Je descends de la voiture et après 2 minutes, on va tuer Emad Mornier. C'est-à-dire, il voulait éviter une guerre entre Israël et l'Iran après son assassinat. Il a précisé ça. Qasem Soleimani. Moi, je connaissais Qasem Soleimani à l'époque du Shah d'Iran, bien sûr, avant la révolution. C'était un type bien qui n'était pas ni terroriste, ni assassin, mais il a défendu son pays dans la guerre Irano-Irak, était un héros de la guerre Irano-Irak, comme général de Gaulle, qu'il aimait beaucoup général de Gaulle, on parlait beaucoup à l'époque de Shah d'Iran de général de Gaulle, il aimait beaucoup général de Gaulle. Alors si général de Gaulle était terroriste en défendant son pays contre les nazis, lui ici contre Saddam Hussein, contre Daesh, contre Taliban, contre tous les mouvements terroristes que nous avons subi énormément ici en Occident. Alors, vous voyez. Deuxièmement, il savait qu'il va être assassiné. C'est lui-même qui a choisi la méthode, puisqu'il ne voulait pas être capté par les Américains ou tué avec une balle. Lui-même, il savait comment il va être tué. Et ces 2 lettres-là que vous voyez, ces 2 lettres-là, il avait écrit quelques heures avant d'être assassiné, les 2 à Damas, pardon, et c'est moi que je les ai diffusés pour la première fois, 48 heures après son assassinat. Une lettre destinée à sa femme, l'autre lettre destinée à sa fille, il dit « Je veux mourir
comme Moïse, donne-moi une mort très propre, mon Dieu. Et je veux pas que vous dites que j'étais un soldat de l'islam, ni j'étais un soldat du peuple. Voilà, c'est très important. Comme vous le savez, depuis la révolution islamique en Iran, 1979, l'Iran développe une stratégie de soutien aux minorités chiites de la région. Avec Qasem Soleimani, cette région est devenue mondiale. Comment je vais vous dire? Face à ça, on avait Arabie Saoudite, qui comme un État sunnite, il soutenait la totalité des pays sunnites et il essayait d'obtenir même l'avis et sympathie des chiites. Alors, dans les pays arabo-musulmans, on peut dire qu'il y a des pays qui sont contre l'Iran, c'est Arabie Saoudite et Soudan, jusqu'à maintenant, officiellement. Ils ont déclaré la guerre. Mais Soudan, jusqu'à l'année 2014, était allié avec l'Iran. C'est l'Iran qui payait le Soudan, Omar Bashir et tout ça. Il était avec l'Iran. Mais depuis 2014, c'est Arabie Saoudite qui est entré en Soudan. Il a payé plus que l'Iran, puisque l'Iran toujours était sous l'embargo, il ne pouvait pas exporter beaucoup de pétrole, son budget était réduit. Alors, Soudan aussi, il est allé à la main dans le bras d'Arabie Saoudite. Après, vous avez des pays dans la région qui sont alliés forts avec l'Iran. C'était Syrie, l'Irak, et Liban et Yémen. Mais depuis quelque temps, Syrie est resté 100% avec l'Iran, mais l'Irak, et comme vous savez, la guerre chiite-sunnite, même en partie des chiites comme Mortada Assad, ils sont devenus soutiens d'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est 50-50. La même chose au Liban. Au Liban, vous savez, une grande partie des chrétiens, ils sont avec Hezbollah libanais. Après, de l'autre côté, même Rafiq Hariri, son fils, moitié comme ça, mais il a démissionné des problèmes. Là aussi, l'Iran, presque moitié. Après, vous avez Turquie, l'Égypte, ils sont alliés des États-Unis, mais ils ne sont pas en conflit avec l'Iran. Mais par contre, vous avez Qatar, Koweït, Bahreïn, tous ces pays-là, comme Pakistan, la moitié des gens sont avec l'Iran, la moitié avec l'Arabie Saoudite, avec le pouvoir. Mais leur pouvoir, puisque c'est des pouvoirs sunnites, ils sont avec l'Arabie Saoudite. Mais là-dedans, comme vous savez, il y a toujours des mouvements, etc. Alors c'est une force, c'est important dans tous ces pays-là. Après, vous avez des chiites dans le monde entier, dispatchés dans le monde entier, même dans le nord d'Afrique, vous avez les Alawites, tous les Alawites, Druze, tous ces gens-là. De l'autre côté, Qasem Soleimani, il gérait tous ces gens-là, tous ces pays-là, avec un budget assez énorme de plusieurs milliards de dollars qui avait à sa disposition de la part de guides spirituels iraniens qui dépensaient dans le monde entier. Alors là, c'est très important. Ce que je vous dis, c'est très important. Regardez, puisque l'Iran était sous l'embargo, il ne pouvait pas faire des échanges avec les banques. Comme vous savez, BNP, HSBC, Société Générale, plusieurs banques françaises, internationales, ils ont eu des problèmes pour le blanchissement d'argent, pour travailler avec les pays terroristes, comme l'Iran, le Soudan à l'époque et tout ça. Alors, ils ont payé des amendes assez fortes. Alors, pour ça, l'Iran qui est sous l'embargo, il ne pouvait pas travailler officiellement avec les banquiers. Il travaillait avec qui? Avec des sociétés de finances. Les sociétés de finances, la semaine dernière, j'ai parlé de BlackRock, il y a déjà une dizaine de jours. Avant, j'ai parlé de George Soros et son société de finances, qui sont devenus riches, milliardaires. Et comme vous avez pu constater dans le reportage et tout ça, ils financent la totalité de l'économie mondiale, presque, avec 50-60%, y compris les guerres. Y compris les guerres, qui soient en Yémen, ou en Irak, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'était dans le reportage qui existe, que moi aussi j'ai diffusé. Alors, Qasem Soleimani,
il avait l'argent, il gérait les pays, il gérait le peuple dans plusieurs pays, et l'argent qu'il voulait déplacer, il le déplaçait par les maisons de finances. Et quand tu fais avec les maisons de finances, par exemple BlackRock, il est associé dans le Facebook, associé, il est départ, c'est-à-dire puisqu'il est dans la bourse, il est partenaire de Bezos, Amazon. Il est partenaire de Bill Gates, Microsoft et Apple et tout ça. Ils sont présents partout avec l'argent. Alors quand tu travailles avec des sociétés, vous êtes partenaire, vous êtes associé, ce n'est pas comme une banque, que tu mets ton argent, tu touches 2% des intérêts, après tu règles tes trucs. Non, tu participes dans le capital des sociétés. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Avec quelles conséquences pour nous tous ? Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale ? Les sommes placées se comptent souvent en milliards. À partir d'une dizaine de millions, BlackRock fournit un conseil personnalisé. Dans le conte, le garçon des rues, Aladdin, avec un seul dé, s'enrichit avec l'aide d'un génie. Chez BlackRock, c'est le système informatique Aladdin avec 2 dés qui enrichit l'entreprise. Le programme réalise chaque semaine 200 millions de calculs afin de conseiller ou déconseiller certains placements. Aujourd'hui, Aladdin brasse pas moins de 18 000 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu. C'est presque autant que le PIB des États-Unis. Les Américains travaillent une année entière pour réunir cette somme qui, quotidiennement, au moment où nous parlons, passe par Aladdin. 18 000 fois 1 milliard de dollars. Un montant astronomique à 12 zéros. J'ai étudié de nombreux grands chefs d'entreprise et ils sont presque tous milliardaires. J'ai constaté que souvent, au début de leur carrière, ou parfois au milieu, ils ont connu un gros échec personnel qui leur a fait perdre énormément d'argent. Par l'intermédiaire de BlackRock, il investit dans de gros groupes, en particulier ceux dont les marges bénéficiaires sont les plus attrayantes. Même s'il sait très bien que ces entreprises s'enrichissent grâce à d'épouvantables guerres civiles, comme celle qui déchire en ce moment le Yémen. Il investit également dans des entreprises qui gagnent de l'argent en détruisant la nature. BlackRock s'enrichirait-elle grâce à l'industrie de la guerre? De fait, l'action Rheinmetall a pris énormément de valeur. Depuis 2016, son cours a grimpé d'environ 70%. BlackRock investit aussi dans d'autres groupes d'armement. Est-ce en adéquation avec les lettres de Larry Fink dans lesquelles il appelle à plus de justice et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement? BlackRock privilégie les investissements les plus rentables et non les plus éthiques. Comme avec Rheinmetall, qui continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de filiales, et ce, malgré l'interdiction d'exporter décrétée par le gouvernement allemand. Et peu importe si le régime saoudien torture ses ressortissants et assassine les journalistes indésirables. On l'a notamment vu avec l'affaire Jamal Khashoggi. Peu après, une conférence devait avoir lieu en Arabie Saoudite et de nombreux chefs d'entreprise ont dû reconsidérer leur participation. Larry Fink ne s'y est pas rendu, mais quand on lui a demandé s'il allait cesser toute relation commerciale avec le pays, il a clairement répondu que non. BlackRock refuse de s'exprimer sur le sujet devant notre caméra. Mais dans un document publié en 2018, les choses sont claires.
En définitive, un seul critère est retenu par la société au moment de décider si elle soutient ou non la politique commerciale d'une entreprise. Nous voterons contre la direction si l'entreprise ne réagit pas ou ne semble pas agir dans l'intérêt à long terme des actionnaires. Caméra. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leurs liens avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre ces réformes économiques libérales et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance se partager le monde entre eux. Aucune autre société ne brasse autant d'argent que BlackRock. Elle a le bras long en politique et influence même des gouvernements. Mais personne n'en parle. Les gestionnaires de Larry Fink doivent faire passer l'éthique après les perspectives de profit. Plus le pouvoir des investisseurs grandit, plus la question se pose. Faut-il avoir peur de BlackRock ? La taille de la multinationale pourrait-elle provoquer une crise financière mondiale? Et surtout, peut-on encore arrêter BlackRock? Tu deviens partenaire, ça c'est une question financière. En même temps que tu es partenaire, tu peux décider dans cette société. Tu es quelqu'un qui peut prendre des décisions. Alors quand tu peux prendre des décisions, c'est tout à fait normal, tu peux placer les gens que tu veux dans les sociétés. Que tu sois aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, en Chine, en Brésil, partout dans le monde. Ok? Qasem Soleimani, il gère environ une centaine de pays à 50-50, le gouvernement peut-être, bon, partout aussi, ils sont en cachet d'État avec lui. Et il dépense plusieurs milliards de dollars par an pour reconstruire les pays qui étaient détruits par la guerre, par exemple 2 fois la guerre Liban avec l'Israël, c'est l'Iran qui a dépensé, qui a payé la totalité de frais de reconstituer le Liban. Avant, c'était l'Arabie Saoudite qui participait, mais après, ils n'ont pas participé. C'est l'Iran qui a payé plusieurs milliards de dollars. C'est l'Iran qui a payé plusieurs milliards de dollars pour... À part de plusieurs milliards de dollars que Qasem Soleimani, par le biais de sociétés de finances que vous le voyez, il a payé pour reconstruction d'Irak, Liban, Syrie, Yémen, la guerre, plus en Afrique, en Niger, en Comores. Regardez, Qasem Soleimani était en Europe pour l'Occident et il a sauvé plusieurs milliers de chrétiens, des zoroastriens, des Izadis, de la Syrie, de l'Irak, que Daesh, il coupait la tête des hommes et il prenait comme esclaves, comme je ne sais pas quoi, les femmes et les filles des chrétiens, kurdes, des Izadis, des Zoroastriens. On n'a pas dit ça ici en Occident. On a dit, mais très très peu. On ne voulait pas qu'on devienne contre les musulmans, les chrétiens surtout. Mais ils ont détruit les églises, tué les chrétiens, menacé les juifs. Et c'est Qasem Soleimani qui les a sauvés. Et il était l'héros de l'Occident. Ils ont dépensé énormément d'argent dans tous les médias, vous regardez, de l'Occident, de New York Times, jusqu'aux médias européens. Qasem Soleimani était un héros. Et pour les maisons de finances, BlackRock et LZ, c'est un grand patron. Les mausolées dorés des chefs musulmans en Irak, en Syrie, qui coûtent plusieurs millions de dollars. C'est l'Iran qui l'a payé.
Comment c'était payé? Par l'argent du pétrole. Par qui? Par Qasem Soleimani. Qasem Soleimani, qui est un partenaire assez important des grandes sociétés de finances mondiales. Il est partenaire. Partenaire, c'est-à-dire associé. Peut-être dans une société, il est 30, 40, 50% de départ. George Soros, j'ai passé ses émissions, lui-même, il nous a dit, moi je gère les affaires, je fais money, I make money. Mais il a dit, moi je touche que 15%. C'est-à-dire, son équipe, il touche 15% de 100 millions de dollars, 200 millions de dollars que vous lui donnez, vous le placez, après lui, il vous place à droite, à gauche, dans toutes les grandes sociétés de pétrole, de nourriture, de la pharmacie, de l'armement. Après, en même temps qu'il vous fait ça, par cette biais-là, ils vous vendent des armements que vous voulez, des médicaments que vous voulez. Ils vous vendent. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça, Qasem Soleimani, c'est un homme fort, qui est plus fort que George Soros, plus fort que le patron de BlackRock, puisque c'est lui qui ramène l'argent. C'est l'Iran qui ramène l'argent depuis 40 ans qu'il est sous l'embargo. 100 milliards de dollars. Combien? Notez bien. 100 milliards de dollars, c'est le pétrole qui le vend. 100 milliards de dollars, c'est beaucoup. Même si 20, 30, 40 milliards de dollars, 50 milliards de dollars dépensés à droite et à gauche, 50 milliards de dollars chaque année, même plus, c'est investi dans les grandes sociétés de finances pour arranger ces coûts internationaux, mondiaux. Et ils sont forts. C'est pour ça qu'ils sont forts. Mais en cachette. À l'époque d'Obama, il y avait 5 à 6 secrétaires d'Obama qui étaient des Iraniens. Après, quand ils travaillent à l'extérieur comme ça, il n'y a pas de respect de voir, le respect de ne pas boire, tous les respects interdits, c'est en Iran est interdit, en Arabie Saoudite est interdit, en dehors n'est pas interdit. Tout est autorisé pour avancer. Et voilà. Une économie qui marche, comme Soros lui-même, il vous a dit, j'ai diffusé ici sur cette antenne, il n'avait que plusieurs millions de dollars, mais tout un coup milliardaire. C'est vrai qu'il avait le coût de monnaie britannique, monnaie européenne, mais en même temps, c'était l'embargo iranien. L'Iran est sous l'embargo. Il doit travailler, ça fait 40 ans qu'il travaille sans aucun problème. Et au lieu de passer par les banques, il passe par les maisons de financement. Voilà. Après, de l'autre côté, la totalité des fabrications du monde a été délocalisée. Et pour la part, c'était allé en Chine. Pour la part, c'était allé en Chine. En Chine, mais avec l'argent de Qasem Soleimani, des associés de BlackRock, Bill Gates, tous ces gens-là, c'est l'argent, ils sont associés. Ils fabriquent tout, la Chine. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui vient, il devient président pour la première fois avec son argent lui-même. Il n'a pas besoin de l'argent d'étrangers, ni de l'argent je ne sais pas où, pour devenir président, pour être sous le botte de ces gens-là. Non, il est indépendant, qu'on est pour ou contre, c'est autre chose. Hein. Ici, je suis en train de vous informer, de vous donner des leçons de l'histoire. Je ne veux pas juger. Alors, Trump, il vient avec son argent, devient président, il ne doit à personne. Qu'est-ce qu'il fait? Avant tout, il est nationaliste, il pense à son pays, il dit, moi, mon pays, c'est plus important que la Chine. La Chine, taxée. La Chine taxée, c'est-à-dire la perte de plusieurs milliards de dollars des maisons de financement. Tous les grands capitalistes du monde, mondialisation, c'est ça. Mondialisation, la caisse de mondialisation va être en faillite, puisque tout est fabriqué en Chine. Tout est géré par Chine. Alors tout d'un coup, tu dis taxé, tout d'un coup, ils vont perdre 20-30%, perdre de marché. C'est énorme. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il vient frapper, tuer Qasem Soleimani. Avant, il va faire saisir de ses biens, de l'argent qu'il avait pour faire son business, comme je vous ai dit, reconstruire les pays, jusqu'à l'Afrique, là, je vais vous dire, Comores. Vous connaissez le Comores? Pas ce monsieur-là, mais l'ex-président, c'était quelqu'un qui était soldat de Qasem Soleimani, il l'a mis président là-bas.
plupart des présidents que Sadiq Khan, à Londres, il est le maire, c'est un chiite. En Pakistan, il y avait Benazir Bhutto qui voulait gagner, on l'a assassiné, mais après, il y a eu l'intervention. Il y a l'argent d'Iran qui est dedans. En Afghanistan, vous avez Abdallah, vous avez Ghani. Il y a l'argent d'Iran. Il y a l'Iran qui soutient nos partis. Vous voyez ce que je veux dire? Tout. Par exemple, ici, vous avez M. Pedram, une grande personnalité, l'homme d'État, politicien afghan. برای همین سردار سلیمانی را این شهید بسیار درخشانه که مانع حضور آمریکایی ها در منطقه بود و شهادت رسد. Il soutient avec un courage assez énorme Qasem Soleimani et il dit que c'était notre héros comme commandant Massoud. Ce monsieur Pedram, il est proche du commandant Massoud, il était proche de monsieur Abdallah, la moitié d'Afghanistan, il soutient. Et vous voyez, officiellement, grande personnalité d'Afghan. Et les gens comme ça, vous en avez partout dans les pays du monde. Dans les pays du monde où se trouvent, même pas les chiites, actuellement, regardez, dans les autres pays qui étaient ex-communistes, ex-marxistes, je ne sais pas quoi, en Amérique latine et partout en Afrique, vous avez les soutiens énormes de Qasem Soleimani qui est caché. Et ça, Donald Trump ne savait pas quand il a fait ça. Seulement Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères iraniennes, qui était contre lui, et lui il est américain, mais il est en Iran, ministre des Affaires étrangères, il a dit tout là, pas de problème, il a tué. Lui-même il dit, Trump il dit. Ça, officiellement, vous le voyez là-bas, mais ça existe en dehors de Proche et Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis. See, Qasem, President Trump said, killed a lot of Americans. He's a bad man, so I killed him. He's bad. Where were the men that he killed? Did he kill them in New York? Did he kill them in Philly? Did he kill them in Colorado or California or Florida? Where did he kill them? He killed them in Iraq. What the hell were you doing in Iraq? Who called for you to come there? C'est Louis Farrakhan, patron et propriétaire de plus de 150 mosquées aux États-Unis, plusieurs millions de personnes militants de son mouvement, amis de Malcolm X et d'autres mouvements noirs américains. C'est lui qui soutient Qasem Soleimani aux États-Unis, juste à côté du président Trump. Tens of thousands.
C'est pas moi, c'est Donald Trump lui-même, il a dit. Et plusieurs millions de personnes ont participé dans les manifestations de funérailles de ce général iranien, qui soit en Irak, dans plusieurs villes, Bagdad, Basra, etc., et en Iran, également dans plusieurs villes, après en Pakistan et d'autres pays. Très important à noter, c'est Ali Khamenei qui pleure. Le guide spirituel, soi-disant, et à côté c'est son successeur, c'est Reis qui va le succéder. Alors, quand même, il a pleuré Ali Khamenei. Hein. Alors, une chose assez intéressante et importante de savoir, plusieurs millions qui ont participé dans le funérail de Qasem Soleimani, environ 200 personnes étaient tuées, étaient mortes sous les pieds des manifestants. C'est-à-dire, il essayait de s'approcher, je ne sais pas, à cercueil de Qasem Soleimani ou d'autres choses. Plus de 200 personnes ont mort en donnant leur vie dans les manifestations et funérailles de Qasem Soleimani. Alors, la vengeance de Qasem Soleimani a été annoncée les premiers jours. Et sa femme, il a parlé de brûler le monde, de ta fille, et toutes les personnalités de Liban jusqu'à l'Iran, ils ont dit que la vengeance va être tellement dure. Et surtout, ce monsieur-là, il est successeur de Qasem Soleimani. Il a dit c'est le monde entier, le monde, nos alliés dans le monde qui va prendre la vengeance de Qasem Soleimani. Et voici coronavirus, c'est la vengeance mondiale. Il a dit j'ai tué Qasem Soleimani, même les dirigeants iraniens ils étaient contents. Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères, puisqu'il était en conflit avec lui. Javad Zarif, il a la nationalité américaine, le ministre des Affaires étrangères. Même lui-même, il a déjà 50. On a dit que lui, il voulait tuer. Il a dit non, 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 c'est mon copain, je ne veux pas le tuer. Mais à la fin, il a été tué. Trump lui-même, il a dit, le dirigeant iranien, il était d'accord pour tuer Qasem Soleimani. Alors, Qasem Soleimani, il va être éliminé aussi après les taxes pour la Chine. Qasem Soleimani, c'est une force de business mondial. Ils ont détruit plusieurs villes en Irak, en Syrie, Yémen, Liban, Afghanistan, c'est l'Iran qui le paye. Et les sociétés, c'est les sociétés que vous le voyez qui l'ont gagné. Les armements aussi, ce sont eux qui le vendent. Alors, avec la disparition de Qasem Soleimani aussi, ils vont perdre assez d'argent. Mais de l'autre côté, dès l'assassinat de Qasem Soleimani, l'Iran, il a déclaré. Après ça, c'était publié dans tous les journaux, qu'ils soient Le Monde, Figaro, Spiegel en Allemagne, Telegraph, aux États-Unis. Partout, ils ont écrit ce que je vais vous dire. Il y avait M. Esmaïl Qahani qui le remplaçait, c'est un autre général iranien, il l'a remplacé et il a dit l'Amérique doit s'attendre à une grave vengeance. Qasem Soleimani ne limite pas à l'Iran. Nos alliés, écoutez bien, nos alliés dans le monde sont prêts à cette vengeance. Et il a dit, plusieurs d'autres personnalités aussi, ils ont dit, parce qu'il ne voulait pas dire que c'est celui qui va faire quelque chose, il a dit nos alliés dans le monde. Ils vont réaliser ça. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y avait plusieurs assassinats des opposants iraniens en dehors d'Iran. Maître Jacques Vergès, qui n'est plus là, il était avocat d'Anis Naqash, qui voulait tuer Chapour Bakhtiar, qui avait tué 2 Français. Il y a beaucoup d'autres assassins. Pour nous parler toujours ces assassins-là, c'était des individus non iraniens. Par exemple, Anis Naqash était libanais. Dr Kourosh Arya Manesh, Reza Mazlouman, c'était mon ami. En 1996, on l'a assassiné, ex-vice-ministre d'éducation iranienne. Il était assassiné à Créteil,
c'était assassiné par Mohamed Hassan Samir. Mohamed Hassan Samir était assassiné, lui c'était un Libanais, voyez. C'est-à-dire toujours l'Iran, il commandait ces assassinats. Et ça aussi, dès le départ, ils ont dit, c'est le monde entier qui va prendre vengeance de Qasem Soleimani. Et ils avaient raison puisqu'ils étaient partout. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, à l'époque de Bush, quand il y avait énormément de problèmes entre l'Iran et l'Amérique, un jour, le patron de Pentagone, il entre dans son bureau et il trouve un message de Qasem Soleimani. Il dit, monsieur, vous voyez, je veux être encore plus proche de vous que ça. C'est-à-dire, il était tellement fort qu'il mettait des messages sur le bureau de patron de Pentagone. Et la même chose, ils ont fait, comme vous savez, beaucoup de gens qui étaient proches, ministres et chefs de l'armée aux États-Unis, après ils travaillaient pour l'Iran. Je ne sais pas si vous savez, on a Madeleine Albright et plusieurs d'autres personnes, elle devient l'avocat de ce monsieur-là, et c'est l'Iran, enfin. Beaucoup d'autres personnalités. Colin Powell, et allez-y écoutez qu'est-ce qu'il a dit contre son armée, son dirigeant en faveur de Qasem Soleimani et l'armée patati patata. C'est-à-dire, il essayait avec l'argent qu'il avait énormément, avec la force qu'ils avaient énormément, avec l'information qu'ils avaient énormément, Qasem Soleimani, il essayait de ramasser des soutiens partout. Après, puisqu'il était partenaire des maisons de finances dans le monde avec plusieurs milliards de dollars, il pouvait placer, les gens, ce n'est pas seulement des Iraniens, des Libanais, des Irakiens, des étrangers, parce que la plupart des sociétés qu'ils ont fondées en dehors d'Iran, les dirigeants, les PDG, les gérants, c'est des gens locaux. Par exemple, s'ils ont créé Business Petrol, Benzine Perse, BP en Angleterre, qui vendait le pétrole iranien, ils payaient 10% de taxes en Grande-Bretagne, mais toutes les sociétés, c'était des Britanniques, les dirigeants. Vous connaissez Tony Blair, ex-premier ministre de Grande-Bretagne, sa femme et sa sœur surtout. Ils travaillent pour l'Iran. Et sa femme qui était avocate, elle travaillait pour l'Iran. Vous voyez? C'est-à-dire, il frappait fort plusieurs d'autres personnalités politiques germaniques, allemandes. Travaillait pour l'Iran. Et tout ça, c'était grâce aux interventions Qasem Soleimani, puisque lui, il ne regardait pas la religion, la couleur. Il voyait les intérêts d'avancer. Et il embauchait ces gens-là. Alors, il était partout. Partout. En Chine. Seulement, je vous dis quelque chose, mes chers amis. 400 milliards de dollars. Le dernier contrat qu'ils ont signé l'année dernière avec la Chine, l'Iran, il s'agit de 400 milliards de dollars. Un des grands partenaires d'Iran. Et la Chine, il est financé dans le pétrole et gaz iranien de 280 milliards de dollars. 280 milliards de dollars. Et quand il y avait la guerre Iran-Irak, la Chine, il a vendu 2 milliards. Combien? Il y a déjà 30 ans, 35 ans. Il a vendu à l'Iran 2 milliards de dollars des armements. La Chine, c'est un partenaire avec la République islamique Iran depuis le premier jour. Alors, le laboratoire indique qu'il se trouvait là-bas. La compagnie, qui soit Gilad ou qui soit d'autres compagnies, au 666 Tel Avenue à Wuhan, l'argent de Qasem Soleimani, comme il était partout, ça pouvait être là-dedans, associé et présent. Et c'est pour ça que maintenant, on doit le traduire, on ne le traduit pas, il y a énormément de choses. Il y a des poèmes, des chants nationaux, on peut dire, et des propos
quand on dit dans le pays que vous trouvez des chiites, qu'ils soient en Pakistan. Si vous avez en Pakistan les gens, allez-y, faites des reportages. Comme à l'époque, on vendait les photos de Ben Laden, maintenant c'est Qasem Soleimani. Liban, on ne parle pas d'Iran. D'Iran, plusieurs millions, ils ont sorti pour lui, tatata. En dehors d'Iran, Qasem Soleimani, c'est un héros. On ne parle pas, on ne dit pas. Mais il suffit d'aller sur le satellite que vous avez, ou je ne sais pas quelle télévision, allez-y capter d'autres chaînes dans le monde entier. Vous allez voir si vous pouvez capter des chaînes qu'il fallait. Qasem Soleimani, c'est un héros pour ces gens-là, puisqu'il finançait, il dépensait, il donnait des bourses pour les gens chiites qui étaient en Pakistan ou d'autres pays. Il était présent partout. Plusieurs passeports, plusieurs identités, il voyageait partout. En cachette, vous voyez, il voyageait partout. Et il faut seulement comprendre d'autres langues pour aller voir qui était Qasem Soleimani. Alors, eux-mêmes, maintenant, ils disent que coronavirus, que c'est une fabrication qui est en train de, malheureusement, en train de toucher les Américains. Il a touché le monde entier. Et grâce à Dieu, en France, on vient de se terminer. J'espère pas qu'il va revenir. Mais j'espère que ça va terminer aussi en Amérique, en Inde, en Brésil, et en Israël. En Israël, c'est la première fois dans le monde que les connards qui viennent dire que tout ça, ça vient des États-Unis et d'Israël et tout ça, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça, puisque ça a touché le monde entier. Que tu es de n'importe quelle couleur, quelle religion, c'était touché. C'est la vengeance, on dit, dure vengeance que dès le départ ils ont dit, et seulement le successeur de Qasem Soleimani, le général Ismail Qaani, lui-même aussi il a insisté que ça sera fait par les autres personnes dans le monde entier. Et ça ne va pas être petit. Et avant, il a fait le premier jour, deuxième jour qu'on a assassiné Qasem Soleimani, Qaani, il a dit d'autres choses aussi en iranien. Moi-même, je l'ai écouté, j'ai l'enregistrement. Il a dit, je veux appeler les Américains en leur disant que si vous-même, vous allez punir 30 et quelques personnes qui ont assassiné Qasem Soleimani, ça serait bien pour vous. Sinon, vous allez être touchés. Il a dit ça. Il a dit, vous allez être touchés si vous ne faites pas, ne réagissez pas vous-même. Et ces gens-là que depuis 40 ans, ils sont venus, ils font les guerres, ils tuent les gens partout dans le monde, exportation de la révolution, exportation de la révolution. Même ils ont tué leur peuple, plusieurs centaines de milliers. Vous savez, ils ont exécuté plus de 100 000 personnes, exécutées, 100 000 personnes. En plus, il était iranien, il était chiite, il était musulman. 100 000 personnes exécutées. Pendant 3 ans, de 1989 jusqu'à 83, 1984. 3 ans, 4 ans exécutés. Alors, je ne parle pas de la guerre Iran-Irak, combien de gens... Après, regardez d'autres exportations de terroristes qu'ils ont fait partout. Pour ces gens-là, pandémie internationale. Et c'est pour ça, peut-être moi, je vais être franc ici, maintenant je vais vous dire, si Bill Gates, il a dit plusieurs fois, puisqu'il était patron d'Apple, de Microsoft, il nous écoute, il écoute tout, il regarde tout. Il savait des choses. Ça, c'est possible. S'il n'était pas dans le coup, lui-même, mais il savait des choses. Vous savez ou non, actuellement, vous avez votre télévision allumée devant vous. Essayez ça ce soir. Ce soir, essayez-la. Vous avez votre télévision. Moderne, non, pas les anciennes. De toute façon, les anciennes n'existent pas. Vous allez sur Google à partir de votre télévision. Après, vous savez que vous pouvez manipuler, capter YouTube, Google, tout. Après, parlez. Vous cliquez sur le bouton parce qu'il y a un microphone. Vous cliquez sur le microphone, il dit pip. Vous dites David Abbassi. Vous allez voir tout de suite la photo de David Abbassi, sa vie, tous les vidéos, tout ça va apparaître sur votre écran. Vous êtes n'importe où dans le monde. Amérique, Chine, Paris, Iran, Australie, vous faites ça. Alors, je vous ai dit David Abbassi puisque je parle de moi-même. Vous dites Didier Deplège. Vous dites Bill Gates. Vous prononcez un mot, ou une question, posez une question.
Vous dites, c'est quoi l'islam? C'est quoi le christianisme? Vous dites, vous parlez, ils vous répondent. Tout de suite, ils vous donnent l'information. C'est-à-dire, votre télévision, c'est un microphone. D'autres choses, ça c'était dit la semaine dernière sur TF1. Moi-même, avant, j'avais dit sur cette antenne, il y avait d'autres émissions que vous avez entendues, écoutées, sur cette antenne, ici et maintenant. Mais ça, c'était dit la semaine dernière. Sur TF1, il a dit, grâce à votre lumière électricité, on peut vous écouter. Ça, je vous ai dit déjà longtemps. Quand ils ont changé le compteur d'électricité chez vous, ils ont mis le nouveau compteur qui peut prélever votre consommation par distance. En même temps, il peut vous écouter. Et tu penses que tu as éteint ton téléphone, ton truc, tu n'as pas été écouté? Si. Votre portable, vous me le donnez à moi, pas à Bill Gates. Vous-même, si vous savez aller chercher, on peut savoir, depuis que vous avez votre portable, quel endroit vous étiez allé, quel jour, quelle date, quelle heure, et quelle heure vous êtes sorti. Tout est affiché, marqué. Votre téléphone était éteint peut-être, mais tout était enregistré. Alors, pour ça, puisque vous me connaissez, je suis quelqu'un de juste, je ne veux pas, puisqu'on a parlé plusieurs fois sur Bill Gates et sa lettre et tout ça, même si Bill Gates, il savait qu'il y aurait une pandémie, une attaque terroriste chimique, biologique, peut-être c'était à cause, grâce à son Microsoft et smartphone, qu'il écoutait tout. Of all the things that are out there, what could cause an excess in a single year of 10 million deaths? Now, clearly a big war could, and a pandemic, natural or created by bioterror. All it takes is one small terrorism group. Those groups have used things like anthrax that are non-human to human transmissible, and as yet, thank goodness, they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon. Are you nervous about your own life and No. what could happen? This thing will get a lot of countries before it gets to the U.S., but even the U.S. has to think about its global health security. Il ne faut pas oublier que si votre smartphone, si c'est Apple, ou si c'est Huawei, ou je ne sais pas quoi, tous c'est les mêmes, mesdames, mes amis. Tous c'est les mêmes, seulement pour les gens qui sont un peu courants, ils fabriquent iPhone, 800 €, 900 €, c'est des comptes qui payent 900 €. La même chose, ils m'ont nom de Huawei, vous pouvez acheter à 200 €. C'est la même chose. Hein? À ce sujet-là, vous avez écouté plusieurs émissions sur cette antenne-là. Ah voilà, je vous ai donné beaucoup d'informations. Cette leçon de ce soir, c'était énorme. Mais j'espère que vous avez bien capté, que vous allez bien réfléchir, que vous venez sur l'antenne tout de suite, vous exprimez, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, et ça sera votre tour de continuer ce débat ce soir ensemble avec moi, mes amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux.